Europe 1 Soir Week-end. 18h-20h, Pierre de Villeneuve. Les GTA, comme on les appelle sur les réseaux sociaux, les grands témoins de l'actualité, 19h14 jusqu'à 20h. Ce sujet, la France n'a plus d'argent, plus un sou, plus un rond. C'est pas nouveau, le ministre de l'économie s'en est encore fait l'écho dernièrement. Oui, mais alors, est-ce que cela veut dire que nous sommes tombés au plus bas, que nous n'avons jamais connu cela? Avec le modèle d'État-providence que nous avons adopté dès le XVIIIe siècle, faut-il tout remettre à plat? Et est-ce qu'on peut, à court ou à moyen terme, redresser la France? Bonsoir Olivier Babot. Bonsoir Pierre. Président de l'Institut Sapiens, ce laboratoire d'idées qui décrypte, qui analyse les nouvelles idées et possibilités de prospérité tout en alliant l'humain. C'est ce que je vois sur la plaquette de présentation de l'Institut Sapiens. François Fillon le disait déjà il y a 10 ans, la France est en faillite. Où est-ce qu'on en est précisément dans la chute? Alors c'est vrai qu'on pourrait décrire la situation comme étant proche d'une forme d'impasse. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on le dit, mais là les choses commencent à se tendre beaucoup. Alors pourquoi ? Parce qu'on arrive à un moment où on a l'impression qu'il est de plus en plus difficile d'augmenter les impôts. Évidemment, on en reparlera, parce que c'est peut-être en fait le levier sur lequel on joue le plus, malheureusement. Un moment où on arrive proche d'un mur de dépenses nouvelles. Au moins à 3 titres. La défense, on en reparlera sans doute. Évidemment, la transition écologique. Et derrière, des formes de dépendance et plus généralement d'augmentation des dépenses de protection sociale, dont la vieillesse est une grande partie. Et puis, le dernier niveau du triangle, c'est celui des déficits qui ne peuvent plus augmenter. Pourquoi ? Parce que la dette a aujourd'hui un poids qui est en train d'exploser sous l'effet de l'augmentation des taux. Rien que l'année dernière, l'augmentation de la charge de la dette, c'est-à-dire du fait des intérêts qu'on est obligé de rembourser, l'augmentation a été de 12 milliards, c'est-à-dire que c'est plus que ce qu'on est en train de chercher pour combler les trous. Ça a éliminé tout ce qu'on a pu espérer économiser avec la réforme des retraites. On voit que cette augmentation des charges, elle fait aujourd'hui que chaque année, nous allons rembourser environ 50 milliards, c'est-à-dire en fait que c'est plus que la moitié de toutes les recettes de l'impôt sur le revenu qui passent uniquement dans ce coût de la dette qui devient extrêmement important. Et on prévoit malheureusement que d'ici 2027, cette charge de la dette devienne le premier budget de l'État devant l'éducation nationale. On va essayer de voir effectivement les plusieurs... on a l'impression d'être dans un couloir assez long et que vous avez ouvert beaucoup de portes. Donc on va essayer de rentrer dans les pièces les unes après les autres. Voilà, donc on va faire dans l'ordre. Juste pour la photographie générale. Je parlais de François Fillon, que vous avez bien connu puisque vous avez travaillé pour lui à Matignon, qui parlait de l'État en faillite, c'était encore sous Nicolas Sarkozy. Je parlais de Bruno Le Maire, qui encore, tout à l'heure, on a passé le sonore dans la semaine politique, est au G20 au Brésil. Et il suit l'idée, plus ou moins, du député David Amiel, qui dit il faut un impôt sur les grandes fortunes, minimum, un impôt minimum sur les grandes fortunes au niveau européen. Et Bruno Le Maire qui dit on va peut-être regarder avec les pays internationaux, avec l'OCDE, et je l'espère, dit-il, avec les pays européens, pour en tout cas une taxation sur l'optimisation fiscale. On n'est plus du tout donc dans les gens qui trichent, qui vont dans les paradis fiscaux, mais ceux qui font de l'optimisation fiscale légale. D'abord, est-ce que on est arrivé à l'os ? Est-ce qu'on se dit qu'il y a plus d'argent nulle part pour que Bruno Le Maire, qui n'a pas ce logiciel-là, Olivier Babot, il n'a pas le logiciel, mélanchoniste, de taxer les plus riches. Qu'est-ce qui lui prend de sortir un truc pareil ? Il y a peu de temps avant, Olivier Dussopt avait même tenté de puiser dans la caisse de l'Agirc-Arrco. Mais en même temps, Olivier Dussopt, c'est la gauche de la Macronie, donc on peut comprendre aisément. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que j'en reviens à ma première question. Où est-ce qu'on en est dans cette chute ? Ce fameux film qu'on connaît tout le monde, que tout le monde connaît et que tout le monde a vu, jusqu'ici tout va bien, mais jusqu'à quand ? Jusqu'ici tout va bien, jusqu'à ce qu'on touche l'asphalte, où effectivement dit celui qui tombe du haut de l'immeuble. C'est un peu l'image qu'on peut prendre parce que un jour, un réveil sera difficile, le jour où par exemple on ne voudra plus nous prêter de la même façon, où très très rapidement le taux d'intérêt demandé, parce que le risque qui sera perçu par les gens qui nous prêteront augmenteront, et on pourrait imaginer un jour un défaut de paiement. Donc là, jusqu'à présent, une pause, on tenait parce qu'on nous prêtait de l'argent. Parce que l'argent ne coûtait pas cher. En fait, on tient toujours, parce que les gens, la signature française, il faut le dire, a encore beaucoup de valeur.
C'est-à-dire que les gens ont besoin, grands fonds ont besoin, les grandes institutions financières ont besoin de mettre de l'argent dans les endroits qui sont perçus comme ayant peu de risques, et les bons du Trésor français font partie encore de ceux qui ont relativement peu de risques, même si c'est plus la note AAA qu'on pouvait avoir autrefois. Mais c'est lié au fait qu'on a confiance dans la capacité de l'État français à aller chercher les impôts. Et dans la confiance du système entier à avoir une dette soutenable, car il va pouvoir générer suffisamment de croissance pour honorer ses engagements. Voilà, c'est ça en fait le nœud de l'histoire. Le risque, c'est justement qu'au bout d'un moment, la confiance se brise. Et le jour où la confiance de ceux qui vous prêtent, et dont on dépend énormément, puisqu'on en a besoin chaque année pour clore le budget de l'État, en fait c'est 25% de nos dépenses, si on prend seulement l'État, qui ne sont pas couvertes par nos recettes, et qu'on doit aller chercher sur les marchés chaque année. Là, on est dans une relation, pour que tout le monde comprenne, qui équivaut à une relation qu'on a, vous et moi, avec notre conseiller clientèle à la banque. C'est-à-dire que quand vous dites, voilà, jusqu'où je peux aller avec ce monsieur ou cette dame. Oui, ou avec le banquier qui va vous prêter pour votre vie. Alors en l'occurrence, c'est pas seulement nos projets, malheureusement, c'est pas seulement nos investissements qu'on va financer, c'est malheureusement en grande partie aussi notre fonctionnement. On est beaucoup plus dans l'état financier que seraient des gens qui emprunteraient pour consommer. Oui, malheureusement. C'est pas tout à fait quelqu'un qui va emprunter pour une maison ou un investissement. C'est vraiment du crédit à la conso, là. C'est plutôt du crédit. Payer les factures. C'est plutôt du crédit à la conso. On en est là. Ça ressemble plutôt à ça. Alors tout à l'heure, vous disiez, vous avez raison, philosophiquement c'est terrible, il faut peut-être le dire, commencer à chasser non pas la fraude fiscale, mais l'optimisation fiscale. Il y a quand même une confusion qui est entretenue d'ailleurs dans l'état d'esprit, dans l'esprit peut-être du public du coup. L'optimisation, on le fait tous, je veux dire, on va optimiser au sens où on va plutôt chercher à payer le moins d'impôts possible. Alors à partir du moment où on dit dès qu'il y a la moindre volonté d'optimisation, c'est répréhensible, ça pose, je crois, du point de vue même de l'applicabilité de la sanction, des questions qui sont très grandes. On verra où ça, c'est pour le coup, ça c'est de toute première déclaration de Bruno Le Maire au Brésil. On verra s'il dit exactement la même chose sur les plateaux de télévision et de radio et ici à Europe 1 dans les semaines qui viennent. Vous parliez des impôts. Oui. Les impôts, on le disait, c'est un engagement d'Emmanuel Macron de ne pas hausser les impôts. Bruno Le Maire, puisqu'on parle encore de lui, le dit vraiment à chaque fois qu'il vient, en tout cas chez nous, à Europe 1 ou CNews ou au JDD, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Est-ce qu'on peut tenir comme ça alors qu'on est, et je le disais en introduction, on est un État-providence, on a depuis le siècle des Lumières cette envie de protéger notre population, et ça coûte énormément d'argent, l'école, l'hôpital, on parle régulièrement. Est-ce qu'on peut tenir comme ça avec toutes ces charges-là ? Les dépenses publiques, c'est ça a monté jusqu'à 60% du PIB. Les prélèvements obligatoires, on a battu un record en 2022, on n'avait pas atteint depuis 30 ans ce niveau-là. On est à plus de 45% de prélèvements obligatoires, 45% du PIB. En fait, on n'a quasiment jamais autant prélevé. Et malheureusement, si je devais faire une prédiction, je dirais que c'est probablement le seul levier sur lequel on pourra jouer, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, les dépenses, malheureusement, ne vont faire qu'augmenter. Ça va être extrêmement difficile de les maîtriser, même si on arrive à faire des efforts de productivité, d'efficacité, on pourra en parler. Et le côté difficile, on ne peut plus justement afficher une trajectoire budgétaire qui ne soit pas vertueuse. On se fait de plus en plus taper sur les doigts et on craint de plus en plus ce moment de rupture de la confiance dont je parlais. Donc on est contraint d'avoir cette trajectoire budgétaire. Cette année, d'ailleurs, en 2023, on l'aura raté, l'objectif des 4,9%. Caramba, encore raté. À chaque fois, c'est un peu comme une oasis. Vous lisez un peu trop Tintin. Oui, comme une oasis. Au fur et à mesure qu'on se rapproche, elle s'éloigne, n'est-ce pas ? Et bien, la trajectoire budgétaire de retour vers les 3%, et on ne pense même pas à un équilibre qui serait même un équilibre primaire, c'est-à-dire un budget qui serait même qui serait à l'équilibre même avant les remboursements. On n'en rêve même plus. Notre rêve maintenant, c'est d'arriver aux 3%, qui était la fameuse règle de Maastricht. Et bien même ça c'était la règle qui était commune aux États européens. Absolument. Mais alors, oui, pardon. Et malheureusement, on va probablement devoir augmenter les impôts de plein de façons. Et là, peut-être que la bonne nouvelle, c'est que Bercy est un nid de cerveau extraordinaire en termes d'inventivité pour arriver à inventer des façons d'augmenter de plein de façons la pression fiscale. Vous dites ça de façon totalement ironique. Bien sûr. Est-ce que déjà, de manière un peu imperceptible, comme à l'époque les publicités aux messages subliminaux dans les années 50 aux États-Unis, est-ce que Bercy augmente les impôts sans qu'on le voie ? Alors, il y a plein de façons d'augmenter les impôts sans avoir l'air d'augmenter les impôts.
La première façon, par exemple, c'est de laisser l'inflation faire. L'inflation, c'est extrêmement commode. On l'a décrit d'ailleurs très souvent comme un impôt non voté. Pourquoi ? Parce que typiquement, quand vous ne revalorisez pas les seuils qui sont en valeur absolue, eh bien, la dévalorisation de la monnaie fait que vous allez naturellement passer dans des seuils supplémentaires. D'ailleurs, aux dernières nouvelles pour l'IFI, on n'a pas revalorisé les seuils. L'impôt pour la fortune immobilière. L'impôt sur la fortune immobilière, pardon, parce qu'on a tendance très rapidement dans ces domaines à parler malheureusement en acronyme, donc on a raison. Mais donc les gens qui payent l'IFI savent assez bien en général ce que ça veut dire l'acronyme. Ça alourdit donc naturellement, puisque l'inflation va vous faire passer dans les tranches supérieures, sans qu'en fait, en termes réels, vous soyez plus riche. L'inflation, elle est aussi amorale, puisque quand vous augmentez les prix, la plupart des impôts, comme la TVA par exemple, sont en pourcentage du prix. Et donc vous allez payer plus. Et donc avoir des recettes qui vont être dopées. Si le produit est plus cher, du coup la TVA Exactement, donc en fait c'est plutôt pas mal l'inflation, d'autant plus que l'inflation, comme la plupart de la dette n'est pas, il y a une partie de la dette qui est indexée sur l'inflation, mais pas toute, ça veut dire aussi que vous allez rembourser un peu en monnaie de singe, quelque chose que vous avez acheté plus cher. L'inflation, elle arrange les États, comme chacun sait, l'inflation, elle arrange les débiteurs. Mais alors le discours politique, comment est-ce que vous le traduisez, celui en l'occurrence des patrons de Bercy, quand ils parlent de l'inflation? Est-ce qu'ils disent c'est grave? Mais on a l'impression quand même que Bruno Le Maire, et je ne suis pas du tout en train de le critiquer, mais quand il annonce que l'inflation baisse, c'est d'une certaine manière un soulagement. C'est de la com politique pour dire, alors qu'en fait, lui, ça l'arrange pas, c'est ça? En fait, l'État, ça ne l'arrange pas, mais il sait très très bien que pour la population, pour beaucoup de gens, l'inflation est un vrai problème. Donc électoralement, tout à fait ça l'arrange, mais voilà. Électoralement, c'est une bonne nouvelle. Sur les caisses de l'État, non. Budgétairement, ça n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, on pourrait dire les choses comme ça. Alors, il y a d'autres façons d'augmenter les impôts de façon beaucoup plus subtile. Il y a une façon qui est de dire, on n'augmente pas les impôts de façon générale. En revanche, on va renoncer à des niches. Et vous savez qu'il y a un terme pour ça à Bercy. Ça s'appelle les dépenses fiscales. La dépense fiscale, c'est quand on vous prend un peu moins d'argent. Voilà, ça s'appelle de la dépense fiscale. Eh bien, en fait, on va réduire les dépenses. Et on est très heureux à Bercy d'expliquer qu'on va réduire les dépenses, mais en fait, cette réduction des dépenses, ça correspond à des suppressions de niches, d'allègements, qui sont en fait, in fine, en réalité uniquement des hausses de prélèvements qui ne disent pas leur nom, parce que très souvent, alors les niches n'ont pas toujours de justification. Il y a plein d'annonces qui ont été faites, et puis de choses qui sont dans les tuyaux sur ce qui serait des aides aux entreprises. Voilà, on va rendre les allègements, les exceptions plus rares, on va faire que les conditions soient plus strictes, par exemple, et ça vous permet d'avoir plus de gens qui vont payer plus d'impôts. Le gazole non routier dont on parlait avec les agriculteurs, typiquement, c'est une niche fiscale. Ça a été une tentative. C'était une tentative et on voit que c'est compliqué parce que dans chaque niche, comme on sait évidemment, il y a souvent un chien, il y a des gens qui protestent. Mais il faut dire que la logique en fait fiscale de l'État, c'est de faire des niveaux assez hauts qui très vite en fait vont être, en particulier pour les entreprises ou pour les acteurs économiques, assez insupportables, et donc on va miter ça, on va mettre plein de trous comme dans un fromage pour que le truc devienne supportable. Et puis de temps en temps on se réveille en disant oh là là, mais c'est mité, il y a plein de niches. Oui, mais c'est la façon dont on fonctionne en France. Vous faites un niveau très fort et après vous dites ah oui, mais tout de suite vous en faites pas, on va faire des petites exceptions un peu partout. Quand on supprime les exceptions, en fait ça revient à monter le niveau général des impôts. Alors, et puis il y a une autre subtilité extraordinaire des impôts, c'est qu'on est très fort pour faire de l'impôt sur l'impôt, en fait, espèce de double imposition. Par exemple, quand vous payez votre essence, vous savez qu'il y a environ 50 à 60 centimes sur un euro qui va à l'État. Et en fait, là-dedans, vous avez non seulement une taxe, vous avez une TVA sur la taxe. Vous avez une TVA sur la taxe, et puis il y a autre chose qu'il faudrait signaler. Tout le monde sait qu'il y a une CSG déductible, une CSG non déductible. C'est quoi? Ça, c'est un truc absolument génial de la part de Bercy. Ça fait un moment que ça existe. CSG non déductible, ça veut dire que non seulement vous allez payer la CSG, mais vous allez payer ensuite des impôts sur cette CSG qui n'est pas déductible de la part de la base fiscale. C'est du génie. Voilà. Je vous demanderai juste après la pause publicitaire, mais il n'y a personne pour dire ça. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Attends, la réponse juste après la publicité. Olivier Babot est avec nous et il nous donne des clés. Peut-être que vous n'étiez pas au courant justement de toutes ces subtilités fiscales et sur les impôts. À tout de suite pour la suite de notre grand témoin de l'actualité. Europe 1 Soir Week-end. 18h, 20h, Pierre de Villeneuve. La France n'a plus un rond, on en parle avec notre grand témoin de l'actualité, le patron de l'Institut Sapiens, Olivier Babot, et qui nous expliquait juste avant la pause publicitaire qu'il y avait de multiples façons de faire des impôts, on peut dire ça déguisés, c'est ça. Et il y avait encore un exemple que vous deviez donner, non pas sur les tranches d'imposition, mais sur l'immobilier. Sur l'immobilier, oui. Alors, on est dans une forme d'impasse fiscale, et si on essaie
essaye de faire un peu de prospective, qu'est-ce qui va devoir être augmenté? Parce qu'en fait, on n'a pas trop le choix. La réalité, c'est que d'une façon ou d'une autre, et je m'en lamente évidemment, mais il va falloir prélever plus. D'ailleurs, on a vu qu'il y a une autre façon que j'aurais pu citer, c'est on repousse des baisses d'impôts qui étaient pourtant importantes, la baisse des impôts de production par exemple sur les entreprises qui était annoncée, importante pour la productivité, pour le retour à la compétitivité, et qu'on repousse. Donc ça, c'est une autre façon d'essayer de faire quelques économies, mais il faut se rendre compte qu'on est tellement à l'os qu'en fait on gratte tout ce qu'on peut, là où on peut trouver un peu partout. C'est pour ça que je parlais du SOC qui avait essayé l'Agirc Arrco. Bien sûr, et puis l'Agirc Arrco évidemment, là on peut aller piquer, ça s'est un peu vu malheureusement, et puis il y a aussi toujours l'espoir de l'oncle d'Amérique, c'est de dire on va taxer les riches, ça y est, ça va être formidable, ça va régler tous nos problèmes. Malheureusement, je pense que ça ne réglerait qu'une toute petite partie, et puis peut-être ça en créerait d'autres. Alors pour revenir à l'immobilier, c'est quelque chose de formidable pour l'État parce que justement c'est immobile, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller ailleurs quand vous êtes propriétaire. Votre maison, malheureusement, elle est assez fixe. Et donc, alors ce qu'on encourage, il faut le dire, Olivier Babot, on encourage. Je ne sais plus qui avait le slogan d'une France de propriétaires. Oui, on aime bien être propriétaire. La pierre rassure et c'est normal. On aime bien quand on vieillit être propriétaire de son toit, effectivement. Et donc voilà, de retraite à payer. Et donc de plus en plus, il y a l'idée que vous savez que notre président est à peu près persuadé que l'immobilier c'est un secteur qui est improductif. Voilà. Et donc ça c'est une vision très macroniste. C'est sa vision qui est à mon avis assez discutable. Mais enfin, on sait très bien que vision c'est que c'est hyper non productif. D'ailleurs, lui-même est locataire d'un palais qui s'appelle l'Élysée. Ouais, on sait que c'est un bail évidemment qui a une certaine durée. En tout cas, on est à peu près 60% de propriétaires en France. Il est très probable, et moi c'est mon pronostic, que le coût, que les impositions de façon générale sur les propriétaires ne fassent qu'augmenter. Pourquoi? Le grand avantage, c'est que ces gens-là ne peuvent pas aller ailleurs. Ils sont évidemment un peu prisonniers. Cette imposition, elle a au moins deux formes, évidemment. Trois en réalité. La première, ce sont les fameux droits de mutation qu'on appelle mal nommés droits de notaire, mais les frais de notaire, n'est-ce pas? Mais qui sont 8, 9, 10% environ. Grosso modo, c'est 10%. Voilà, c'est 10% du prix que vous allez payer pour le droit de devenir propriétaire. Ensuite, alors que, attention, le notaire touche peu, en fait. C'est l'État qui c'est l'État, prend, en fait, voilà. Notaire, donc on dit c'est les frais de notaire, et on s'imagine tout de suite un notaire avec un costume impeccable, et puis qui vous reçoit dans une grande étude, etc. Non, c'est bien l'État. Il a très peu par rapport à... Voilà. C'est bien à l'État que ça va. Ensuite, il y a la taxe foncière, qui est en fait une taxe sur la propriété, en réalité. C'est comme un petit IFI, un petit impôt sur la fortune immobilière, mais pour tout le monde. Vous payez tous de la taxe foncière juste parce que vous êtes propriétaire. Et vous avez vu à Paris, je crois qu'il a augmenté cette taxe foncière, elle a augmenté de soit 70%. Donc effectivement, la taxe d'habitation que tout le monde payait, elle a été reportée sur la taxe foncière. Et puis, n'oublions pas, pour les gens les plus riches, il y a la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ce qui est un paradoxe total, parce que la taxe d'habitation, elle est censée être en corrélation avec là où vous habitez, et par définition, vous n'habitez pas dans votre résidence secondaire. Donc, c'est aujourd'hui, on marche totalement sur la tête, puisque vous allez payer la taxe d'habitation là où, par définition, vous n'habitez pas. Mais enfin, on est tellement impécunieux que voilà. Et tout ça va probablement ne faire qu'augmenter. Cette taxe foncière, elle va ne faire qu'augmenter localement pour des besoins locaux, etc. Voilà. À aucun moment, Olivier Babot, je pose la question de façon un peu brutale, mais à aucun moment on ne va remettre en cause le système français en le comparant par exemple au système anglo-saxon qui veut que chaque individu achète sa sécurité sociale, achète une mutuelle, achète ceci. Bon, non pas qu'on ait des mutuelles, mais enfin, aux États-Unis, si vous vous cassez une jambe, c'est pas la carte vitale que vous donnez, c'est la carte bleue, sinon vous n'êtes pas reçu par le chirurgien. Est-ce que ce système de l'État-providence va un jour, peut un jour être mis en cause? On a fait le choix en France d'un système d'État-providence extrêmement généreux, extrêmement présent. Il faut savoir que son poids dans le PIB a plus que doublé depuis 1959. En 1959, toutes les prestations sociales, c'était environ 15% du PIB. Aujourd'hui, c'est plus de 35%. C'est une solidarité dont on peut probablement être fier. Elle est très efficace. Elle permet. Elle attire beaucoup de monde. Elle attire. Elle aide beaucoup de gens, mais elle a un coût. Elle a un coût extrêmement important. Un coût qu'on pouvait sans doute beaucoup plus facilement se permettre quand on était riche, quand on était une nation vainqueur, qui exportait ses technologies, qui donc là, vous parlez des années 60-70. D'autres fois, malheureusement, il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et malheureusement, c'est de plus en plus difficile à supporter, en fait. Voilà, ce système, il est devenu trop cher. Aujourd'hui, pour un État qui est une France qui connaît une forme de déclin, il faut. C'est totalement inepte d'inclure ça dans le débat public aujourd'hui. À aucun moment,
D'ailleurs, personne ne le propose. En fait, ce serait le sujet essentiel, parce que vous savez, quand on parle du déficit de l'État, en réalité, la plus grande partie du budget de l'État, au sens non strict, c'est des dépenses de protection sociale. En fait, l'État lui-même, il n'est pas si mal géré. En tout cas, ça pourrait, par rapport à nos voisins, c'est pas absolument une catastrophe. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est notre système de protection sociale, dans lequel il y a, pour l'essentiel, vieillesse et maladie. Voilà, et retraite et la maladie. Combien de fois on a dit qu'il y avait des abus pour la maladie, qu'il y a beaucoup de gens qui vont aux urgences pour un petit bobo, alors qu'en fait on peut se soigner, on attend que ça passe, parce que aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas un réflexe, j'allais dire 5.0, 6.0, de se dire qu'on veut être soigné comme ça dans la minute, et que du coup on sollicite l'hôpital public, et dans ce cas-là, on va trouver. On a fait passer des messages, mais à aucun moment on a dit l'hôpital on va arrêter. Et à chaque fois qu'on a dit l'hôpital on va arrêter, les professionnels des hôpitaux et les médecins en premier, je dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, mais sont les premiers à dire mais attendez, c'est impossible, on peut pas laisser les gens à l'abandon. Oui, et si on voit le verre à moitié plein, c'est là où serait la solution. C'est-à-dire que si on est optimiste, on dit il y a moyen, on peut y avoir un rebond. Par exemple, on sait que l'un de nos problèmes à l'hôpital, c'est qu'on a un taux de bureaucratisation qui est bien supérieur à nos voisins, notamment allemands. C'est-à-dire qu'il nous faudrait juste un peu moins de bureaucrates. C'est-à-dire un peu moins de gens qui ne sont pas devant les patients. On sait aussi que grâce à la technologie, on pourrait par exemple éviter les doublons, les actions inutiles. On pourrait essayer d'avoir un parcours de soins qui soit beaucoup plus cohérent. Il y a plein de choses qui peuvent être faites sans baisser la santé publique, au contraire. Sans baisser la qualité. Sans baisser la qualité, au contraire, et le fait que, évidemment, on tient tous au fait que nous soyons tous protégés. C'est quelque chose auquel, c'est un choix collectif important pour nous. Quand on parle de ça vaut également pour l'éducation nationale. Il y a pas seulement un aspect, j'allais dire, purement économique, il y a un aspect idéologique, il y a un aspect politique, il y a les syndicats qui sont là. Est-ce que la sphère syndicale a augmenté aussi ce trou qui fait que, d'une certaine manière, il y a une protection des salariés par l'intermédiaire des syndicats, mais à force de faire ça à outrance, d'une certaine manière, les déficits publics ont été accrus, et la France est là où on l'a dit tout à l'heure. Je crois que notre problème, c'est que depuis très longtemps, on n'a pas voulu avoir de réflexion en termes d'efficacité. Au nom du fait que l'éducation, que la santé n'avait pas de prix, on a voulu penser qu'elle n'avait pas de coût, et qu'il n'était pas nécessaire d'essayer de se poser la question de la bonne façon dont on allait pouvoir allouer les ressources de façon à ce qu'elle atteigne ses objectifs. Et de plus en plus, c'est ça, ces questions qu'il faut être capable de traiter aujourd'hui, être capable de poser la question de l'efficacité, de la remise en cause, et peut-être, si on parle de la santé, un petit peu du signal prix. C'est quand même assez dingue. On paye tous, des abonnements à des plateformes de vidéos 10, 20 euros, ou notre téléphone, Internet, mais alors quand il faut payer une boîte de Doliprane, quand il faut avoir un tout petit reste à charge, y compris d'ailleurs quand on a des revenus tout à fait corrects, on refuse. On a totalement supprimé le signal prix dans la santé. Il faudrait de temps en temps que les gens soient conscients de ce que la collectivité investit dans leur protection de santé, combien il est extraordinaire d'aller à l'hôpital et de ressortir sans avoir à payer. Il faudrait de temps en temps d'ailleurs je crois que c'est plus ou moins fait, qu'on nous indique un peu la facture, à quoi ça correspond. Remettre du signal prix, ce serait pas une façon évidemment de plus rembourser ou de plus aider, mais il faudrait que les gens comprennent que la santé, ça n'a pas seulement un prix, ça a un coût. 8h-20, on va se retrouver avec Olivier Babot dans un instant, et on va voir si la France peut se redresser. De tout temps, il y a eu des crises et la France a été redressée. Alors il y a peut-être des solutions. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 18h, 20h, Pierre de Villeneuve. Les grands témoins de l'actualité jusqu'à 20h, et avant de retrouver Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, je vous signale que Laurent Mariotte, bien sûr, vous accueille à sa table, la table des bons vivants, chaque samedi de 11h à midi et demi, avec ses chroniqueurs, ses invités. Justement, demain samedi, il recevra Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, co-auteur du livre Nourrir sans dévaster aux éditions Flammarion, et puis ils passeront à table avec Jean-Luc Lemoyne, que vous retrouvez tous les matins juste après les infos de 9h30 pour la session de rattrapage, et qui est justement en spectacle actuellement dans toute la France. Olivier Babot, passons maintenant à peut-être un petit peu d'optimisme, une fois qu'on a dressé un tableau quand même assez épouvantable de ce qui se passe actuellement. Mais enfin, cela dit, je pense que c'est une bonne chose, même si elle est... Moi, je dis souvent qu'à Europe 1, on dit la vérité, et la vérité, elle n'est pas
forcément toujours facile à entendre, et on l'a dit, voilà, la France est à l'os. Et quand le président de la République dit on va envoyer des troupes au sol, et quand il disait des troupes au sol, c'est pas seulement des troupes françaises, mais il espérait des troupes européennes en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui se sont pris la tête entre les mains, parce qu'on dit, voilà, accessoirement, il y a évidemment 76% des Français, selon un sondage CNews Europe 1 JDD, qui disent on ne veut pas envoyer nos enfants au front, mais il y a aussi le coût. On sait très bien que l'armée est à l'os, que il y a plus de munitions, il y a un grand problème sur les munitions. On a donné énormément de canons César, et c'était ça qui est aussi, avant d'en venir aux solutions, puisqu'on l'a dit encore une fois, et beaucoup de patrons le pensent, qu'on peut redresser la France. Comment est-ce qu'on peut analyser un discours politique où il y a des annonces pour les agriculteurs? Ça implique quand même beaucoup d'argent, et les pauvres, ils sont dans une situation pour certains qui sont terribles. Et cette annonce justement du président Macron, comment est-ce que ce discours politique qui devrait, avec tout ce qu'on vient de dire, vous et moi, il devrait dire, attendez, vous savez quoi, on va tous se serrer la ceinture, on va augmenter les impôts. Ah non. C'est ça qui est très cruel, c'est que quand on est dans une forme d'impasse budgétaire où les marges de manœuvre en fait sont aujourd'hui totalement nulles, on se rend bien compte qu'on n'a plus les moyens de nos rêves de puissance. Il y a des choses qui ne sont plus possibles à cause de l'argent. Malheureusement, on aimerait bien pouvoir augmenter encore plus. D'ailleurs, on a augmenté à 2% nos dépenses de défense, mais quand le monde devient plus dangereux, devient plus hostile, on aimerait bien avoir ces moyens-là. Les Polonais sont à 4. Oui, c'est vrai. Ils sont frontaliers de on l'Ukraine. a déjà fait un effort en 2023 à remonter à 2% parce qu'on était en dessous. C'est très très compliqué aujourd'hui de faire face à ce mur de dépenses dont je parlais, avec peut-être sans doute aussi la dépendance par exemple, avec la transition écologique. Il y a plein de choses qu'il faudrait pouvoir financer. Et puis on arrive au bout en fait de 40 ans un petit peu de déclin et d'appauvrissement. Il faut que les auditeurs sachent, par exemple, dans les années 80, on avait le même PIB par habitant que les États-Unis. Aujourd'hui, notre PIB par habitant, c'est seulement 60% de celui des États-Unis. En fait, et c'est pareil pour d'ailleurs nos grands voisins, on est plus pauvres qu'eux, on s'est appauvri, on a acheté en fait notre croissance à crédit, et en fait on commence à nous présenter la note, on arrive au bout du système. Voilà. Et donc, de plus en plus, on va pouvoir annoncer beaucoup de choses, on va de temps en temps d'ailleurs essayer de colmater des crises à coups de milliards ou de millions, de centaines de millions. Malheureusement, ça va être de plus en plus difficile. Ça va être difficile, mais il y a des moyens. C'est un peu un jeu de bonneteau, le truc que vous aurez donné quelque part, vous allez devoir le reprendre quelque part, parce qu'en fait, il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Cette vieille idée de Kennedy, vous savez, c'est quand il fait beau qu'il faut réparer son toit. Aujourd'hui, c'est la pluie battante, c'est la tempête, et on n'a pas réparé le toit. Enfin, il y a eu aussi beaucoup de... Je peux rajouter à votre anecdote sur le PIB, à la fin des années 80, souvenez-vous, $1, 1 franc, un Gulden, un Deutschmark était à la même... il y avait juste la livre sterling qui était un peu plus élevée. Mais c'était... aujourd'hui, si on regarde la zone euro, oui, on a tous des euros dans la poche, mais ils ne valent pas la même valeur que l'on soit en Italie, en Grèce, en Allemagne ou aux Pays-Bas. C'est ça qui est terrible. Alors, c'est des aspects assez techniques, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait, quand j'entends certains très grands patrons français me dire « Mais vous savez, la France, c'est pas la première fois qu'elle est en faillite, on a réussi à la redresser. » Comment est-ce qu'on la redresse ? La France, en fait, a encore beaucoup d'atouts. On a des gens extrêmement bien formés, malheureusement, qui partent d'ailleurs très souvent. On a des formations de très très grande qualité. On peut pas les obliger. Non. Souvent, ils finissent. Sur certaines grandes écoles, vous devez 10 ans quand même à l'État. Absolument. Ou vous payez une pantoufle, c'est le cas de effectivement Normal Sup, l'ENA, effectivement les écoles publiques. Alors, il y a une première solution qui paraît simple et qui ne l'est pas tellement, c'est augmenter le taux d'emploi, travailler plus. Travailler plus, ça veut dire qu'il faut sur une génération. Donc on sort des 35 heures déjà. Alors, pas forcément. Pas nécessairement, parce qu'il y a déjà beaucoup de flexibilité, mais d'abord, c'est-à-dire le taux d'emploi, ça veut dire que sur une génération, il faut qu'il y ait plus de gens qui soient dans la population active occupée. Et en fait, on est à quasiment 10 points de moins par rapport à l'Allemagne. Si on avait le même taux d'emploi que l'Allemagne... Ça, vous voulez réduire le chômage. Alors, ça veut dire réduire le chômage, ça veut dire aussi qu'il y a plus de gens qui vont rentrer dans la population active et qui ne vont pas être des inactifs et des actifs occupés. Donc, c'est aussi réduire le chômage, bien sûr. Malheureusement, avec le ralentissement de l'inflation, de la croissance,
ça devrait plutôt jouer avec malheureusement un retour un effet une légère boomerang. augmentation, un petit effet boomerang. On s'était malheureusement habitué aux bonnes nouvelles. Donc ça, ce serait une première chose, parce que plus de gens qui travaillent, c'est évidemment plus de cotisations et c'est plus de croissance. La deuxième chose, c'est qu'il faut un choc de compétitivité, mais un vrai choc de compétitivité. Ça fait quelques Donc années ça qu'on fait en parle. longtemps, ça fait longtemps qu'on le dit. Alors ça veut dire formation, ça veut dire baisse des charges. On a aujourd'hui un système de protection sociale, on a parlé tout à l'heure, qui est extrêmement généreux, mais qui pèse en très grande partie sur les travailleurs uniquement. Sauf évidemment la CSG, c'est pour ça que la CSG a été inventée d'ailleurs, pour que ça ne pèse pas uniquement sur les gens qui travaillent. Il faudrait encore plus faire que cette protection sociale, elle soit sur l'assiette la plus large possible. Souvenez-vous, c'était l'idée de la TVA dite sociale qu'on avait avancée et qui n'avait pas porté chance évidemment à la droite, parce qu'elle avait perdu quasiment 60 postes de députés au législatif quand ça avait été avancé entre les deux tours, mais cette idée, elle n'est pas stupide. C'était en C'est quelle année alors c'était Jean-Louis Borloo qui l'avait annoncé. Est-ce que je me trompe ? Je vais dire une bêtise, mais c'était il y a plus d'une vingtaine d'années. Oui, oui. Donc ça avait été un traumatisme, et du coup on n'a plus du tout avancé cette idée-là. Généralement, chat échaudé craint l'eau froide. Totalement, et du coup on n'en parle mêmes... plus, alors que en fait la consommation c'est formidable, parce que c'est une assiette extrêmement large, et ça veut dire que vous pourriez faire supporter la protection sociale à beaucoup plus de gens, et donc baisser le coût du travail, ou en tout cas faire qu'on augmente le salaire net, parce que vous savez que notre grand problème aujourd'hui du pouvoir d'achat, c'est pas un problème de coût complet, parce que le coût complet il est assez élevé. Le problème c'est ce qui reste à la fin quand tu as tout enlevé. En fait, c'est quasiment 50%. Il faut savoir, entre ce que tu payes quand tu es l'entreprise et ce qui arrive in fine dans la poche en net, comme on dit, c'est-à-dire après revenu à la source, et les différents impôts, même si charge patronale, salariale, c'est une fiction comptable, en fait, c'est quasiment c'est 50%, voire beaucoup plus dans certains cas. Donc un choc de compétitivité en baissant le coût du travail et en augmentant la formation. Puis la deuxième chose, c'est évidemment une réforme de l'État. Et on peut compter sur les entreprises, sachant que, alors, on a entendu, en tout cas lu, Patrick Martin, patron du MEDEF, dans les Échos de la semaine dernière, qui disait faudra pas compter sur les entreprises pour le redressement de la France. Est-ce qu'il n'y a pas un message aussi intéressé qui dit que oui, nous on veut bien y aller, mais dans ce cas-là, il faut faire quand même quelques mesures qui datent encore de Geoffroy Roux de Bézieux, ou même encore de Pierre Gattaz, qui demandait notamment que l'IS descende de 33 à 25%, enfin plein de choses comme ça. Alors quand on dit il faut compter sur les entreprises, à Bercy, je pense qu'on entend augmentation d'impôts sur les entreprises, malheureusement. Et les entreprises très souvent ont été traitées comme des espèces de vaches à lait, en imaginant qu'il y aurait toujours beaucoup d'argent et qu'elles arriveraient toujours à s'en servir. Malheureusement, c'est justement ça qu'il faudrait complètement changer, comprendre que effectivement l'argent il vient de la création de valeur, il vient de nos entrepreneurs, il vient du travail, il vient des compétences. Il vient des PME. Vrai que il vient des PME. Exactement. Parce que le CAC 40, là, tout à l'heure, on a eu un point bourse à la fin du journal de 19h, comme toujours, et on a un CAC à 8000 points. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, mais comment est-ce qu'on peut avoir un CAC à 8000 points et qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à la fin du mois à boucler les fins de mois? Ce qu'il faut expliquer, Olivier Babot, c'est que ces 8000 points, ils sont tirés par quoi? 4 entreprises? Il y a quoi? Il y a faudra pas les nommer, mais évidemment. Il y a une très grande entreprise. Et ce sont de les luxe. entreprises qui réussissent très très bien à l'étranger. C'est-à-dire que ce sont les entreprises, on peut en être extrêmement fier, qui arrivent à avoir beaucoup de succès à l'étranger, et ça en fait profiter un petit peu tout le monde. Alors, donc il faut dire aussi que faux signal en fait. Ah oui, alors, et puis il faut dire aussi que l'optimisme boursier semble à beaucoup de commentateurs un peu étonnant. Donc comme très souvent, il peut y avoir des formes de retournement. Attention, il peut y avoir des formes de retournement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas opposer les très grandes entreprises et puis les PME, parce que les grandes entreprises sont souvent motrices, en particulier à l'export de nos entreprises. Mais ce qui est vrai chez nous, c'est comme on le dit, on n'a pas ces entreprises de taille intermédiaire dont on a besoin, sans doute en partie à cause des effets de seuil, qui fait que, vous savez, on a beaucoup plus d'entreprises qui sont sous 50 employés qu'on devrait en avoir, parce que évidemment le passage des 50 augmente extraordinairement le type d'obligation que vous avez. Donc il faudrait qu'on ait un État qui passe d'un état d'esprit finalement où il est dans l'exploitation des entreprises, à un état d'esprit où il soit vraiment le représentant de la marque France, où il les promeuve, parce que on est tous dans le même bateau. On a besoin d'entreprises qui réussissent pour évidemment pouvoir créer des emplois, payer des impôts. Cela dit, on peut pas blâmer Monsieur Macron
Macron pour ne pas avoir été une sorte de VRP de la France. Quand il utilise le château de Versailles pour faire le sommet Choose France, il fait venir des investisseurs du monde entier. Il a réussi à concurrencer Davos. Est-ce que ce genre d'initiative, ça marche ? C'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut... plein d'autres pays l'assument totalement. Je veux dire que le dirigeant politique soit une sorte de VRP des entreprises. Chirac l'a été aussi. Bien sûr. On se souvient des voyages en Chine. Bien sûr. Après, on a regretté qu'il donne avec les ventes d'Airbus les plans de l'avion. Enfin... Oui, alors après, il y a parfois des ventes qui sont aussi des pertes de technologie. Et ça, il faut toujours faire très attention. Mais enfin, c'est souvent dans un deal. On peut être extrêmement fier de la réussite d'Airbus aussi, qui effectivement est aujourd'hui vraiment un des leaders. Et je crois que son vrai problème, c'est d'arriver, il paraît, à produire les avions plutôt qu'à les vendre, parce que les vendre, on y arrive, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent. Voilà. On revient avec le film sur la chute. Ça s'appelle La Chute ? Non, comment s'appelle ce film ? La chute, mais sur Hitler, c'est ça ? Non, La Chute, où justement, où le type se jette d'un balcon et avant de toucher l'asphalte, il dit jusqu'ici tout va bien. Oui, c'est ça. Oui. On va retrouver ça. Oui. Mais c'est pas grave. Je vois qu'en régie, il me regarde avec des grands yeux en disant je vois pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Si, c'est très connu, mais c'est pas grave. Il y a Airbus jusqu'au moment où là, on a les voitures chinoises qui arrivent, électriques, qui surpassent les voitures européennes. Et un jour, vous allez voir qu'on va avoir des avions, malheureusement ou heureusement. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Il faudra s'incliner. Ça commence. Alors, on pourrait prendre aussi l'exemple de l'industrie automobile, qui est face à un changement extrêmement difficile, à des concurrences incroyables qui se développent dans le monde. Raison de plus pour que l'État soit dans la posture de l'aide, non pas seulement de la régulation ou l'augmentation des impôts, mais la capacité à essayer de les aider à prendre des tournants complètement dingues. Et ça veut dire parfois, les autres États le font beaucoup, les États-Unis ont été très forts à aider au financement, à essayer d'être moteur pour arriver à entraîner. On le fait un peu. C'est ce que fait la BPI, on doit être capable de faire ça, mais il faut avoir la capacité à comprendre les grandes mutations qui vont déterminer demain la capacité de création de valeur. Ce qui manque, si je comprends bien, et si j'écris, le film, c'est La Haine. Voilà. Ah, c'est La Haine. C'est La Haine. Je l'ai pas vu, on a retrouvé. d'accord. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu La Haine et qui se souviennent de cette première scène. Si je décrypte ou notre discussion, Olivier Babot, ce qui manque, c'est l'incitation. C'est-à-dire qu'il faudrait faire de l'incitation, mais comme on est dans un pays où la politique est de plus en plus clientéliste et qui a évidemment une part d'électoralisme derrière, il y a des élections à tout bout de champ et chacun veut garder sa place, mais du coup on le fait pas. Est-ce que l'incitation, comme par exemple vous parliez tout à l'heure du chômage et de remettre au travail des populations, encore une fois je prends le modèle anglo-saxon où vous avez 3 chances. C'est-à-dire qu'à un moment donné on vous donne un boulot, vous dites bah non c'est pas exactement ce que je fais, deuxième boulot, bah là c'est pareil, c'est pas bien, troisième boulot, il n'y a plus d'allocation. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui ou est-ce qu'on devrait être prêt à accepter ce genre de modèle ? Je crois qu'il y a effectivement une réflexion à faire sur le bon équilibre entre protection et responsabilité, sans doute. C'est vrai. Vous faites du en même temps, Olivier? C'est vrai. Non, j'essaie toujours d'être nuancé déjà, et puis de voir que, par exemple, sur l'assurance chômage, il y a en effet des gens qui vont en profiter, des gens qui vont estimer que ils ont droit à utiliser leurs droits jusqu'au bout, alors que c'est une assurance. C'est pas parce que vous êtes assuré contre les incendies que vous allez de temps en temps mettre le feu à votre maison. C'est exactement l'idée. L'assurance chômage, en fait, c'est vraiment. Si vraiment vous en avez besoin, c'est pas vous allez profiter de temps de mois gratuits à chaque fois que vous le pouvez. Donc effectivement, il y a les profiteurs, il faut donner les bonnes incitations, et puis en même temps, il y a des situations d'éloignement de l'emploi qui sont très compliquées et qu'il faut savoir traiter. La deuxième chose sans doute, c'est qu'il faut beaucoup dans l'incitation mettre beaucoup de libération pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'État comprenne que ce qui est vraiment important, c'est plutôt de capacité à libérer, à laisser l'énergie. On parlait des entreprises, elles ont énormément d'énergie, elles ont énormément d'idées. La plupart du temps, elles veulent moins des aides que de la libération. Je suis désolé, c'est un peu de laisser faire. Il y a un moment donné, comme on disait à Louis XIV, vous savez, laissez-nous faire. Ouais, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Et alors, pour le coup, je reprends les propos du président de la République lundi lors de cette grande réunion à l'Ukraine. Il dit, je crois qu'il faut qu'on s'implique plus dans la guerre parce que ça nous concerne. C'est aussi dans l'archétype de notre devenir à nous. C'est notre avenir à nous. L'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine peut nous arriver. Donc, allons-y. Mais là, pour les entreprises, on les lâche pas, on les matraque, on l'a encore dit tout à l'heure, il y a encore des impôts qui pourraient être baissés, mais jamais on se dit, tiens, on va vous donner du lest, on va voir ce que vous faites en termes de compétitivité, et on prend le pari de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas ? Parce qu'on n'a pas suffisamment de trésorerie ? Exactement. Plus la situation est urgente, plus l'idée qu'on va pouvoir essayer d'investir dans une forme de libération qui va payer
bientôt paraît absolument impossible, puisque le bientôt pour Bercy, c'est trop tard. Il a besoin d'assurer les choses. On aurait pu faire ça beaucoup plus tôt, du coup, parce que. Bien sûr, mais on aurait dû. C'est toujours trop tard. Les bonnes décisions sont toujours prises trop tard. On est pris dans une spirale, j'aurais pas venu, dans une spirale terrible où, en fait, pour arriver à survivre, on est obligé d'alourdir la mule tout en lui demandant de courir de plus en plus vite pour arriver à survivre. Voilà, c'est ça qui est terrible. On n'a pas le choix de la croissance, on n'a pas le choix de la puissance, y compris au niveau géopolitique, pour survivre. Or, pour réunir les conditions de la croissance, eh bien, il faut à un moment donné qu'on soit capable de moderniser notre État. Et ça, pour l'instant, il a du mal à s'en donner les moyens. Ça nécessiterait un choc qui est très très important. Vous vous rendez compte, Olivier Babot, on a passé 40 minutes ensemble. Alors c'est passé très vite, et je pense que les auditeurs ont vu ça aussi, et en même temps on n'a pas trouvé de solution miracle. C'est-à-dire qu'il y en a, mais toutes les solutions qu'on a évoquées, vous et moi, eh ben, elles ont déjà été mises sur le tapis. C'est-à-dire qu'il y a à aucunement, vous avez parlé de choc de compétitivité, on a parlé de l'incitation, on a parlé de donner la chance aux entreprises. Tout ça, ça a déjà été évoqué. Oui, mais en parler, c'est pas la même chose pourquoi que le faire. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'Allemagne? Pourquoi est-ce que d'autres pays comme l'Allemagne y arrivent? Parce qu'effectivement, il y a une différence déjà entre les discours et l'action. Mais regardez, sur la simplification, on n'arrête pas d'en parler. On a fait un grand projet de simplification, même en 2014, c'était même quasiment une blague. On avait dit, qui ne dit rien consent. Donc, si l'administration ne vous répond pas, elle consent. Et en fait, l'administration derrière avait fait un 150 pages, je crois, de tableaux d'exception, parce que c'était trop dur pour elle. En fait, la simplification, on en parle beaucoup. En réalité, on n'a jamais réussi à la faire vraiment. En tout cas, il faut suivre les travaux de l'Institut Sapiens et ça vous donnera des idées. Merci beaucoup, Olivier Babot, d'avoir été avec nous ce soir dans le studio d'Europe 1.